Merci Madame Fiat. La parole est à Madame Faucillon. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les rapporteurs de la Commission, je vais d'abord m'appuyer sur un des volets des ordonnances du jour, c'est celui où il nous est proposé de réintroduire la notion de service public hospitalier dans le Code de la santé publique que la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire de 2009 avait supprimé. Il est vrai que pour nous, cette date était une date sombre pour la santé publique. Oui, réaffirmer l'existence d'un service public hospitalier comme nécessité à des soins de qualité partout, pour toutes et tous, et non seulement de bon sens, mais avant tout vital. En même temps, l'absence de moyens nouveaux, supplémentaires, mis à disposition de notre système de santé, nous permet de dire que cette affirmation restera incantatoire, sans effet. Or, il y a urgence de solutions, car notre système public de santé est à l'agonie. Vous avez parlé de contexte tout à l'heure, je crois qu'il est celui-là, car dans tout le pays, nous souffrons d'un manque grave de financement public, de sous-effectifs insupportables pour les personnels comme pour les usagers. 16 000 lits en moins sont toujours programmés. L'austérité budgétaire, la réduction permanente des dépenses publiques met notre santé, nos hôpitaux en péril. Mes chers collègues, que peut-on rendre plus précieux et plus ambitieux que l'accès aux soins pour toutes et tous ? La ratification de ces ordonnances est pour nous l'occasion de faire résonner dans cette Assemblée, et je l'espère au-delà, le cri d'alarme des personnels de santé et des patients, de leurs familles. Les personnels soignants n'en peuvent plus de la diminution des effectifs, de la tarification à l'acte, qui les oblige à soigner dans une cadence incompatible avec la qualité des soins. La tarification à l'acte creuse aussi les déficits. Ces cadences infernales, elles privent souvent d'un rapport humain. Caroline Fiat l'a rappelé, mais soigner, c'est aussi informer, rassurer, expliquer. Alors certes, cela ne se tarifie pas, mais c'est pourtant aussi cela qui est le signe d'une société en bonne santé. Alors que l'hôpital doit faire face à une explosion considérable de la demande de soins, les conditions de travail ne cessent, elles, pourtant de se dégrader. La mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire imposés par la loi Santé a également conduit à concentrer les services et les moyens hospitaliers au détriment des besoins de santé de nos concitoyens. Et contrairement à l'objectif annoncé dans cette ordonnance de revaloriser le service public hospitalier, les premières annonces gouvernementales sont loin de rompre avec les logiques de la précédente majorité. Elles persistent dans une vision purement comptable et financière. Annoncer 15 milliards d'euros de coupes budgétaires dans la santé et dire vouloir revaloriser le service public ne peut que nous pousser à douter de la sincérité de votre attachement au service public de santé. Car les hôpitaux, à n'en pas douter, seront une fois de plus attaqués. Vous déclarez en même temps vouloir donner plus d'autonomie aux établissements hospitaliers. Mais quelle liberté laisse-t-on avec un encadrement budgétaire aussi serré ? C'est la promesse d'un abandon un peu plus marqué chaque jour, et loin d'innover, vous me permettrez de dire que ces choix continueront d'aggraver la fracture sanitaire dans le pays. Parce que les défis auxquels nous avons collectivement à faire face sont immenses. Il y a parmi eux le vieillissement de la population, la progression des affections de longue durée et des maladies chroniques qui concernent aujourd'hui 10 millions de nos concitoyens, ou encore l'aggravation des déserts médicaux qui nécessitent la présence d'hôpitaux de proximité. Devant ces enjeux, il faut des moyens financiers et humains supplémentaires pour transformer en acte bien réel l'affirmation d'un service de santé public, de qualité et disponible pour toutes et tous dans nos territoires. Vous avez pu, Madame la Ministre, vous rendre compte en visitant le centre municipal de santé de Gennevilliers, ville d'où je viens, il y a quelques jours dans ma circonscription, que cette ambition est possible lorsque la volonté politique trouve les moyens de son accomplissement. Alors, de si grands défis exigent aussi un vrai renforcement des politiques de prévention. Or, là encore, nous constatons des injonctions pour le moins paradoxales. Chaque nouveau gouvernement
nous a annoncé faire de la prévention sa priorité. C'est bien. Mais chaque année, nous constatons la baisse répétitive des moyens qui y sont affectés. Ici, pas plus tard que la semaine dernière, première entorse, lorsque vous avez vous-même choisi de supprimer 4 critères de pénibilité qui permettent pourtant de prévenir des affections dues à des conditions de travail difficiles. Alors oui, la belle promesse présidentielle de campagne « prévenir plutôt que guérir » s'éloigne déjà. J'en viens présent à la reconnaissance de la profession de physicien médical proposée dans le deuxième texte. Nous considérons d'abord qu'une meilleure prise en compte de cette profession, jusqu'à présent mal encadrée, est positive, elle est nécessaire. Et aujourd'hui, cette reconnaissance en tant que profession de santé, grâce à une définition précise de son rôle, de ses missions, permettra de sécuriser et de renforcer la qualité des pratiques dans le domaine de l'utilisation des rayonnements ionisants, et elle facilitera ainsi l'accès des jeunes diplômés à cette profession. Nous sommes en revanche plus que réservés sur le deuxième volet de ce texte. Il vise, lui, à transcrire en droit français des dispositions européennes afin, je cite, de favoriser la mobilité des professionnels de santé en Europe grâce à une meilleure reconnaissance des qualifications. Mais une mesure en particulier appelle notre vigilance, la reconnaissance de l'accès partiel à certaines professions de santé en autorisant le praticien à utiliser le titre de professionnel de son état d'origine. Il y a de quoi être très sceptique quant à la mise en œuvre de ce dispositif. Le Haut Conseil des professions paramédicales s'était d'ailleurs prononcé contre cette disposition le 28 septembre dernier. Sachant que la formation initiale et les compétences des métiers de santé sont différents d'un pays à l'autre, ce projet d'ordonnance pourrait donc avoir des conséquences importantes sur la clarté et la qualité des soins donnés aux patients, étant donné l'exigence demandée aux professionnels de santé français. Quelles seront les conditions encadrant l'accès partiel aux professions de santé pour des praticiens européens ? Faute d'un encadrement strict, nous craignons que l'adoption de cette mesure favorise un système de santé au rabais et des soins à la découpe. Après la tarification à l'acte, est-ce que nous voulons passer à la professionnalisation à l'acte ? Nous ne voterons donc pas en l'état ces dispositions qui, sous couvert de favoriser la libre circulation des professions de santé, semblent marquer une étape supplémentaire dans le projet européen de démantèlement des professions réglementées. Surtout, ce texte ne fait pas oublier les lacunes de notre système de formation. J'espère que nous y reviendrons. Système qui mène aujourd'hui à une pénurie de médecins, le plus souvent généralistes, sur de trop nombreux territoires. Rappelons-le, un Français sur 10 vit aujourd'hui, en 2017, dans un désert médical. Il est plus qu'urgent de répondre à cette cause, à cette priorité nationale et d'y accoler des actes. Nous ne pouvons faire qu'un constat d'échec des mesures incitatives pour attirer les médecins dans des régions sous-dotées, et vous prévoyez pourtant de les prolonger. Nous proposons, nous, depuis longtemps, de déplafonner le numerus clausus pour redonner du souffle aux études de médecine et garantir à nouveau suffisamment de médecins à nos concitoyens. C'est une des propositions. J'en viens au dernier texte proposé, le projet de loi de ratification qui propose un meilleur encadrement du fonctionnement des ordres des personnels de santé. Le dernier rapport annuel de la Cour des comptes, à qui vous accordez souvent une oreille si attentive, mais là, sur l'ordre des chirurgiens-dentistes, a en effet démontré que les abus existaient, gestion opaque, soupçon de favoritisme, cumul de mandats et d'indemnités. Ces pratiques ne peuvent en effet pas durer. Nous soutenons évidemment tout ce qui exigera plus de transparence dans la gestion des ordres. Mais je profite par ailleurs de l'examen de ce texte pour dire que nous soutenons la demande de non-obligation d'inscription à l'ordre des infirmiers et infirmières pour cette profession que le corps majoritairement hospitalier rejette, mais je crois que vous le savez. Nous y voyons d'ailleurs un danger pour le statut de la fonction publique, et ce n'est pas le débat sur les ordonnances de la semaine dernière qui est fait pour nous rassurer. Notre santé est un droit fondamental, une nécessité vitale. Vous continuez de supprimer des postes, des budgets, des hôpitaux. Je suis sûre qu'ils sont peu nombreux ici, mais celles et ceux qui pensent que l'hôpital public n'est pas mis en danger par les politiques d'austérité, je leur souhaite de ne jamais être malades. À celles et ceux qui pensent pouvoir se passer de l'hôpital public, je leur souhaite également de ne jamais être malades. Car si la santé est souvent de la sphère intime, elle est un enjeu collectif, public. De la création de la sécurité sociale en passant par celle des PMI et de la médecine du travail, notre système de santé s'est toujours construit comme un modèle d'innovation et de modernité aux yeux du monde. En 2017, à nos yeux, cette modernité s'est portée l'ambition d'une santé accessible,
et de qualité pour toutes et tous, innovante, moderne, respectueuse de chacun, le progrès d'une sécurité sociale qui rembourse les soins à 100% et la nécessité de redonner à l'hôpital des moyens humains et financiers. Je vous remercie. Merci, madame.